3, 7. C'est bien la 7e saison du tribunal de l'actualité qui s'ouvre à présent après la pause du mois d'août. Une nouvelle saison avec, je l'espère, plus de punch, plus de sujets enrôlés, de pétillants avant-propos, des convoqués, de belles factures. Je m'appelle Serge Mathias Tomoudji et j'ai l'honneur de présider pour cette saison le tribunal de l'actualité, votre tribunal de l'actualité sur Tri TV et Watt FM. Je prends ainsi la suite de Lukman Sanfo, Adams Khaled Ouedraogo ainsi que de Bernard Bougman et de Serge Kaboré qui ont assuré tour à tour l'intérim en juillet dernier. À tous, je dis merci. Merci pour leur management de l'émission et espère qu'ensemble, nous réussirons à ajouter de la terre à la terre au cours de cette 7e saison. Vous vous en doutez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Les juges au siège sont là, pleins de ressources et ragaillardis par les quelques semaines de trêve pour juger, au long des audiences et des convocations, les faits et les événements marquants qui rythmeront notre quotidien, les semaines et les mois à venir. Au plan sociopolitique, au plan économique, au plan culturel aussi, sportif et j'en passe. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président. C'est la reprise et mon petit doigt me dit que ça vous démangeait déjà de retrouver le tribunal de l'actualité. Oui, effectivement, c'est plus d'un mois que nous ne sommes pas là. Donc, nous sommes revenus avec suffisamment de punch. Merci également à vous pour le clin d'œil, à moi qui ai assuré de façon courte une transition. Oui, une transition est une transition. Une transition de très même si elle était courte, il y a eu quelques émissions qui ont été gérées et voilà. C'est à votre honneur. Merci beaucoup. Faudrait le saluer parce que c'est aussi cela notre devoir. Ok, et merci également à nos téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous suivent et qui nous encouragent. Bonjour à tout le monde. Après juge Vara, après juge Bougman, on a également juge Vara sur le plateau. Juge Vara, bonjour. On peut dire que vous n'avez pas vraiment chômé pendant cette période où le tribunal de l'actualité était en pause. Oui, bonjour président. C'est vrai qu'on n'a pas chômé, le tribunal était en pause, mais nous non, puisqu'il y a des obligations de rédaction à gérer, mais on le fait toujours avec plaisir. Et puis c'est avec plaisir qu'on revient ici. Bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs qu'on retrouve. Bonjour à tous qu'on retrouve, mesdames et messieurs. En attendant, Inoussa Ouedraogo qui embarquera dans le train de la semaine prochaine. Les juges de ce tribunal sont en place, oui, pour vous donner au cours de cette première convocation leur clé de lecture sur l'état des lieux de la situation nationale telle que l'a radiographié ce 4 septembre le président de la transition du Burkina, Paul-Henri Damiba. Bonjour à tous. Bienvenue à cette émission qui s'efforce de juger l'actualité avec sincérité, équité et responsabilité. Mais avant d'aborder le sujet enrôlé pour la toute première convocation de cette 7e saison du tribunal de l'actualité, place aux avant-propos et place aux avant-propos. Les avant-propos, donc, c'est cette séquence que vous aimez tant et on commence par vous, juge Bernard Bougman. Merci. Alors, mon avant-propos va concerner d'ailleurs notre retour. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui nous ont appelés, qui nous ont encouragés et qui ne cessaient de dire vous avez suffisamment traîné. Donc, à ces personnes-là, nous disons merci. Merci encore de nous porter dans nos cœurs, de nous aider à avancer parce que certains nous aident avec des informations complémentaires, et voilà, donc c'est pour leur dire merci. Et puis bon, en avant-propos à proprement parler, c'est la date du 4 septembre. C'est vrai que c'était hier, aujourd'hui c'est le 5. Oui. J'ai pour habitude, à chaque 4 septembre, de marquer ce coup d'arrêt parce que c'est un épisode, c'est une séquence très importante de notre histoire commune. Parce que n'eût été ce 4 septembre 1947, il n'y aurait pas aujourd'hui, il n'y aurait pas hier une Haute-Volta et un Burkina Faso aujourd'hui. Parce qu'il a fallu que des gens se lèvent, des intellectuels burkinabés, des leaders de la chefferie traditionnelle, religieuse, se lèvent pour se mettre en branle pour demander la reconstitution de cette Haute-Volta. Moi qui vous parle, actuellement j'étais ivoirien parce que c'était divisé en les 3 pays. Entre 3 pays. Exactement, Côte d'Ivoire, Mali et puis Niger.
Donc aujourd'hui, nous sommes reconstitués. Malheureusement, c'est une date reléguée aux oubliettes. Ce n'est que ceux qui ont fait l'école qui s'en souviennent vaguement, ou certains, les professeurs d'histoire géo, ou ceux qui aiment l'histoire du Burkina Faso, qui s'en souviennent, et puis on passe à autre chose. Alors que je dis bien, c'est une date qui est très importante, qui devait être d'ailleurs la fêtière de commémoration au Burkina, parce que si on n'était pas réunifié, on ne parlerait même pas de qui que ce soit en termes de burkinabé hier voltaïque. Donc encore une bonne fête à tout le monde, et encore pensée spéciale à tous ces patriotes en son temps qui ont su élever la nation au-delà de toute considération religieuse, ethnique, géographique, pour que le Burkina Faso soit aujourd'hui. Notre défi, c'est de le maintenir intact, et c'est réellement l'actualité. Le 4 septembre, une date marquante dans l'histoire du Burkina Faso, une date à retenir, une date à célébrer, une date à enseigner aux générations présentes et futures. Juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos? Oui, merci. C'est vrai qu'on aura le clair de cette heure-là à regarder dans un prisme ce qu'était la déclaration du président Damiba hier, mais hier aussi, c'est 5 septembre, non? Hier, oui, c'est aujourd'hui. C'était hier, voilà, 5 septembre. 5 septembre. Quand on regarde un pays frère aussi qui est la Guinée, ça fait 1 an qu'ils ont eu leur coup d'État. Et aujourd'hui, le bilan, qu'est-ce qu'on pourrait y penser? C'est assez mitigé. Quand on regarde, c'est vrai que le contexte n'est pas le même. Ils ne font pas face à l'île terroriste comme des pays comme le Mali ou le Burkina Faso. Il y a eu aussi des coups d'État récemment, mais il y a des affaires internes qui ont concouru à ce qu'il y ait cette situation-là, parmi lesquelles les questions de gestion, de gouvernance. Et aujourd'hui, après l'arrivée de Doumbouya et de ses camarades, il y a eu la création du CRIEF, cette cour qui est spécialisée dans les affaires de corruption, les dénis financiers. Ça a été salué au départ, mais les mêmes hommes politiques qui l'ont salué, qui l'ont vu d'un bon œil, se sont vus dans la ligne de mire de cette CRIEF-là, avec des questions de parcelles et beaucoup d'autres éléments. Et certains y ont vu un instrument pour régler des problèmes, de régler des comptes avec donc ces anciens acteurs politiques-là. Sur le front social aujourd'hui, on a vu les arrestations à tour de bras lors de points de presse. Après, ils ont été libérés, des jeunes qui appelaient à des manifestations pour rappeler à la transition en place quelles devaient être ses priorités et travailler à ce que la Guinée revienne dans un ordre normal, donc à travers des élections, et baliser les choses pour que ça se fasse, parce qu'ils regardent ce qui se passe, ils ont trouvé que la transition était en train de faire durer les choses, ce qui n'était pas de leur goût, mais ils sont passés au violon, passant un petit temps là-bas. On comprend un peu quel est le contexte, quelle est la réalité. Mais tout ne peut être résumé seulement à cela. On observe en tout cas ce qui se passe en Guinée. On espère qu'ils sortiront comme le Burkina, comme le Mali de cette transition-là, et qu'il y aura des élections qui seront organisées et qu'on reviendra à un ordre normal, parce que c'est ce qu'on peut souhaiter à un pays, parce que c'est comme ça qu'on le construit. Il faut donc penser à la Guinée qui, 1 an après ce coup d'État, cherche ses marques, mais évolue dans une transition tout comme le Burkina. C'était donc le hors-d'œuvre des avant-propos des juges au siège de ce tribunal de l'actualité, des avant-propos qui ouvrent des perspectives sur un certain nombre d'événements passés ou à venir. Voici maintenant le temps du plat de résistance de cette audience, avec les regards des juges sur la toute dernière actualité du Burkina. La toute dernière actualité au Burkina, eh bien, c'est l'état des lieux d'un Burkina en crise dressé ce 4 septembre par le président Paul-Henri Damiba. C'est un discours très attendu des Burkinabés. Ces Burkinabés qui restent, Bernard Bougman, partagés entre espérance et inquiétude. Oui, partagés entre espérance et inquiétude. C'était très attendu par les Burkinabés, parce que c'est le chef de l'État lui-même qui a donné rendez-vous aux Burkinabés en début avril 2022 à travers cette phrase, et je cite: « Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour le premier bilan de la mission de reconquête de notre territoire. » Fin de citation. C'est l'extrait, c'est la conclusion d'ailleurs que le chef de l'État avait donnée au Burkinabé. Donc c'était la conclusion qui nous donnait rendez-vous dans 5 mois, pour le premier bilan, c'est clairement dit, pour le premier bilan de la mission de reconquête de notre territoire. Donc, et la mission aussi, elle est claire. Donc, il y a un rendez-vous. Le bilan devait être axé sur cette mission de reconquête. Donc, l'objectif, il est tellement clair. Il y a un délai, c'est 5 mois. L'indicateur, c'est la mission de reconquête.
qui a été donné. Et donc, le rendez-vous aussi, il est clair. Donc, c'est quoi? C'est un bilan. Quand? Dans 5 mois. Pourquoi? Pour la mission de reconquête. De reconquête du territoire. Donc, c'est lui qui a donné rendez-vous au Burkina. Ce qui a nourri beaucoup d'espérance. Exactement. Et donc, quand il a donné rendez-vous, ce qu'il n'a pas été donné, ce sont les indicateurs de performance, les niveaux d'évolution pour dire je vais évaluer à partir de tel critère. Tout ça, ça n'a pas été explicitement dit, ce qui fait naturellement que les commentaires, chacun, ça va dans tous les sens. Hier, avant d'ailleurs que le discours ne soit prononcé, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, les uns et les autres sont en train de s'y tirer. Il y en a qui disent que les Burkinabés n'aiment tellement pas les autorités actuelles que quel que soit ce qui va être donné comme bilan, les uns et les autres vont attaquer. Mais bon, et en même temps, il y en a qui disent mais attention, nous ne savons pas sur quel levier l'évaluation le bilan va être dressé. Exactement. Donc naturellement, c'est tout à fait naturel que les uns et les autres les commentaires partent dans tous les sens. Effectivement, à l'arrivée, est-ce que réellement on a eu un bilan avec les éléments qui précisent les niveaux de reconquête du territoire? Ça, on ne l'a pas eu. Alors, en attendant d'en arriver au ressenti, oui, après le prononcé de ce bilan et donc de ce discours, quelles étaient vos attentes par rapport à ce devoir de redevabilité qu'a convoqué lui-même le chef de l'État? Je m'attendais, en toute sincérité, à un bilan clair, précis et net, avec des niveaux d'exécution, des taux d'exécution, avec des chiffres ou des dates ou des lieux où il y a eu certains éléments. Et ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi il a choisi de ne pas en parler. Alors, il a peut-être choisi de ne pas en parler, peut-être que techniquement, un certain nombre d'informations vont venir par la suite pour soutenir ce qu'il a dit. Quelles étaient, juge Vara, vos attentes par rapport à ce devoir de redevabilité du chef de l'État, un devoir de redevabilité qui avait suscité beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir au sein de la classe politique, mais aussi au sein des populations burkinabèses? Moi, je rejoins Bernard Bougma sur une réalité. Je pense que c'est ce qui est partagé par la plupart des Burkinabés. Nous sommes tous des témoins de ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Maintenant, on se dit, peut-être qu'on n'a pas toute l'information. Je crois que c'est là où le bilan était attendu. Parce qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Tout le monde sait que dans son village, c'est difficile peut-être d'y accéder. Tout le monde sait que pour ce qui est de son village, tout le monde est parti. Ou bien pour certains, il a commencé à avoir des terroristes qui viennent toquer à la porte et donc on commence à craindre. On est dans des degrés différents impactés par cette crise. Mais là, quelle est l'ampleur réelle? Mais la vraie photographie et la claire devraient se donner avec des éléments tangibles. C'est ce qu'attendaient les Burkinabés. Des statistiques, je ne parle pas forcément de chiffres, mais que zone par zone, il y ait de façon très claire une situation qui est donnée. D'abord, peut-être dans ce qu'il a fait comme process, de ce qu'il est venu trouver, et de là où on est aujourd'hui, pour qu'on ait une claire appréciation des choses. Le président a dit que, justement, la stratégie mise en place a déstabilisé l'organisation des groupes armés terroristes. Oui, ça c'est sûrement l'un des objectifs, mais je dis, un bilan, pour moi il est chiffré, c'est une photographie de l'instant présent, peut-être on le met en comparaison avec l'instant d'avant, c'est comme ça, mais la photographie on ne l'a pas eu. Je crois que c'est ce que les Burkinabés attendaient de façon claire. Avant que le président ne fasse son bilan, il y en a eu plusieurs, d'organisations de la société civile et autres, mais c'était des sentiments plus qui étaient partagés. Nous avons l'impression, ne dites pas que ça ne travaille pas, parce qu'on sent que ça évolue, du point de vue organisationnel, il y a des efforts qui ont été faits. Même vous voyez, on essaie de regagner du terrain, on monte en puissance, mais tout ça, c'est que des mots. Tout ça, c'est que des sentiments, ça ne donne pas d'éléments concrets, tangibles sur lesquels on peut aller et faire un genre d'analyse. Donc, la voix du président était très attendue. Pour avoir des éléments tangibles. Et quand on regarde son discours, c'est ce qui a manqué. On est encore allé sur des vœux, sur des intentions, et puis partager des sentiments. Sinon, quand vous dites
je commence à rentrer déjà dans le clair des choses. Quand vous parlez de personnes qui sont retournées chez elles, on peut avoir, même si ce n'est pas cité de façon nommée, les zones, les villages, on peut avoir un chiffre à donner sur les villages qui ont pu être, qui ont pu être repris aux mains des terroristes, sur lesquels les populations sont revenues. Quand vous parlez du DDR, par exemple, de la démobilisation et des réinsertions et tout, de ces gens qui ont décidé de déposer des armes, on peut avoir des chiffres du nombre de personnes qui ont commencé à revenir, de jeunes burkinabés qui ont commencé à revenir. Donc, on a manqué d'avoir des éléments concrets, bien chiffrés, ou en tout cas plus clairs que cela. On est resté dans du sentiment et a dit les mêmes choses qu'on entendait des OSC, les mêmes choses qu'on entendait de ministres, et ça, ce n'était pas mieux que ce qu'on avait entendu par avant, alors que c'était un président qui s'exprimait. Alors, vous avez un peu mordu sur le fond, mais on va revenir au fond. Avant d'en arriver au fond, parlons de la forme. On a pu remarquer que le discours a été prononcé à Dori. À Dori, quelle symbolique peut-on y lire dans le fait que justement le président Paul-Henri Damiba ait choisi cette localité pour cette reddition de comptes plutôt que de rester au palais de Kosiam? Moi, je pense que ça, au moins, c'est un symbole qui est important, qu'il faut souligner. Parce que derrière, vous voyez le gouvernorat de Dori avec la lumière, là. Bon, dans l'état qu'on lui connaît, c'est forcément ça. Mais c'est la réalité du Burkina et de certaines contrées aujourd'hui. Et puis, accepter de faire le discours dans cette zone-là, qui pour moi est un peu aussi, quoi qu'on dise, je dis en griffin, la capitale aussi de ceux qui subissent le contre-coup de cette pression-là. Pour moi, c'est un symbole. Et c'est intéressant de le faire remarquer, de le dire. C'est vrai, certains disent, bon, quand vous regardez, parlant de forme toujours, éclairage pas forcément intéressant, bon, on aurait pu faire mieux, oui. Mais c'est aussi parce que c'est à Dori. Ouais, et aussi la réalité du terrain. Voilà, c'est la réalité du terrain. Et que c'est la réalité du Burkina qu'il faut montrer. C'est ça, mais il faut accepter le symbole, ne pas le faire à Kosiam, le faire à Dori. Pour moi, c'est plein de sens et c'est très important, surtout au niveau où nous sommes aujourd'hui. Surtout au niveau où nous sommes aujourd'hui, où Dori a été longtemps cité et reste une ville un peu fragilisée par cette situation, Bernard Bougman. Oui, tout à fait. Le lieu, c'est tout un symbole. Et puis bon, c'est hors de Ouaga, pratiquement à Dori, c'est au Sahel, c'est l'épicentre. Dori, quand on prend l'axe Kaya-Dori, où les ponts sont souvent dynamités, où il y a eu plusieurs enlèvements sur l'axe Kaya-Dori, et c'est une ville qui a fait l'objet de plusieurs commentaires parce que beaucoup disent que Dori se meurt, beaucoup de services ont plié bagages, donc c'est un symbole pour dire, bon, c'est vrai, vous êtes attaqué, on ne vous perd pas de vue, on ne vous oublie pas, l'espoir est permis. Alors, effectivement, donc, ça c'est un symbole fort. Dans les éléments de forme également, j'ai pu noter que pour ce rendez-vous, contrairement à l'une de ses premières sorties, le chef de l'État a fait l'effort de se tenir droit quand même. C'était un symbole parce que le côté penché à un moment donné, ça jouait sur certains analyses. Donc l'effort de rendre un discours très bien lu, et ça aussi il faut le noter, ça a été très bien rendu. Bon, comme c'est écrit, c'est tellement répété, c'est bien rendu. Là, il faut le dire. On entendait clairement, il n'y a pas à dire que tel mot a été écorché, on n'a pas bien entendu, non. C'est aussi clairement bien rendu. Et bon, pour un discours lu, j'ai dit, on n'entendait vraiment pas mieux. Voilà, donc là aussi, dans les éléments de forme, il faut le reconnaître. Ce qui en rajoute peut-être à la solennité du moment. Exactement. Et à l'importance que le président accorde à cette sortie-là. Et ça, c'est un point positif qu'il faut savoir le Alors, dans la forme toujours, et vous l'avez noté tout à l'heure dans vos avant-propos, pour rester dans les symboles, ce discours intervient donc le 4 septembre. C'est une date historique qui rappelle en 1947 la reconstitution de la Haute-Volta après sa dislocation en 1932. Est-ce pour vous, Bernard Bougman, toujours, je reste avec vous, une manière de fédérer les énergies, de convoquer le passé dans la gestion des problèmes actuels? Oui, effectivement. Parce qu'en faisant référence à cette date du 4 septembre, je pense que ça fait 75 ans cette année. 75 ans, exactement. 75 ans cette année, 75 ans dans la vie d'un homme, ben, c'est beaucoup. Donc dans la vie d'une nation, c'est beaucoup. Parce que cette date-là, elle est pleine de symboles. Je dis en son temps,
des Burkinabés ont su se lever au-dessus de toute considération pour pouvoir que la Haute-Volta soit reconstituée, pour qu'on puisse l'appeler aujourd'hui Burkina Faso. Et quand on regarde les quelques noms qui ont été cités, il y a des intellectuels, mais aussi il y a des leaders religieux là-dedans. Donc il y a 2 Mogo Naba, donc Naba Koum 2 et Naba Saga 2. Et donc ça est aussi un pan de l'histoire du Burkina. Quand on parle aussi de l'implication de la chefferie traditionnelle dans la politique, et on s'en plaint, on a oublié qu'il y a quand même des faits historiques qui corroborent cela, parce qu'elle a été très déterminante, la chefferie traditionnelle, et surtout Mouaga, dans la reconstitution de la Haute-Volta. Et ensuite, il y a des acteurs qui n'ont pas été cités, et l'Église catholique, en son temps, a aussi contribué, je dirais, dans l'ombre. Mais ça fait partie des éléments de notre histoire. Mais maintenant, ce qu'il faut mettre à l'actif, ce n'est pas seulement que les initiateurs, c'est ceux également qui ont accepté la main tendue. Donc, je pense à l'émir de l'Itako, effectivement, en son temps. Je pense à celui de Yatenga en son temps. Je pense à celui de Goulmou en son temps. Donc, de Fadan Gourma en son temps. Parce qu'ils étaient rattachés aussi à des pays différents. Le Fada était avec le Niger. Ouaïguia, le Yatenga était avec le Mali. Et donc la réalité aussi, elle était là. Donc les dignitaires également de cette zone n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils ont dit pour des considérations culturelles et religieuses. Voilà. Quand on feuillette les livres d'histoire, notamment les écrits de Dombam, Jean-Marc Palme, il le dit clairement. Oui, c'est ça. Voilà, parce que ceux du Sahel considèrent les autres comme des idolâtres, parce que sur le plan religieux, c'était plus, ils ne confessent pas les mêmes religieux. L'autre est beaucoup plus islamique, musulmane, l'autre est traditionnaliste. Donc, sur le plan de la pratique religieuse, ça ne collait pas. Et ils sont plus à l'aise avec leurs cousins de l'autre côté de la frontière, parce que finalement, ils se sont retrouvés, parce que c'est la frontière qui les a divisés. Ouais. Donc, parce qu'il y a un qui quitte le Burkina pour aller prendre son petit déjeuner le matin au Mali, ou au Niger qui revient. Donc la réalité aussi elle est là. Donc c'est des gens qui ont eu l'occasion de se retrouver, donc ils voulaient rester. Mais les dignitaires ont su dire bon, les autres pays, il y a toutes les confessions religieuses, donc c'est gérable. L'Ouest n'était pas d'accord. Certains intellectuels n'étaient pas d'accord, certains dignitaires n'étaient pas d'accord, mais les leaders également de ces zones-là ont su, j'ai dit bien, se lever au-delà de toute considération pour rejoindre les initiateurs. Donc c'est toutes ces personnalités-là qu'il faut reconnaître et saluer. Il faut célébrer aujourd'hui. Et donc c'est une date qui est très bien, et c'est une référence à l'histoire qui est collée à notre actualité, nous interpelle beaucoup. Je pense que si nous refeuilletons cette histoire-là, le repli identitaire, le repli religieux, le repli identitaire dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions, la question ethnique avait été soulevée à l'époque, mais ils ont pu dominer ça. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la mer à boire pour nous. Alors, Geoffroy Vara, ça veut quand même dire qu'il a été très bien inspiré, le président et son équipe, d'avoir choisi cette date-là pour ce devoir de redevabilité. Oui, clairement. Et dans le discours, au moins, ça transparaît, puisque c'est sa chute. Quand vous regardez, c'est un discours de 14 pages. Les pages 11, je pense 12, 13 et 14. Vers la fin, il a cité son carment, son carment donc dédié à cela. Ça veut dire que ça lui tenait à cœur. Mais je pense aussi que c'est dans le fond même du discours qu'il y a le choix de la date et du message qu'on veut donner. Parce qu'il parle de sursaut patriotique et les personnes qui sont citées sont les personnes influentes et leaders à un moment donné en 32 et 47, que ce soit religieux, politique ou encore coutumier. Donc pour dire que si on se met ensemble, si on a réussi ça, à reconstituer ce pays-là, ce n'est pas les terroristes auquel on fait face aujourd'hui là, qu'on ne peut pas surmonter. Je crois que c'est le message fort qu'il a voulu donner ici. Et dans la construction de son discours, c'est une chute qui est plus que logique, au regard même de la date qui est choisie, qui est aussi pleine de symboles. Donc ça, c'est un bon point du discours qu'on a pu lire, on a pu observer, on a pu avoir droit hier. Et ça, c'était un point qui, moi, à un petit moment aussi m'a fait quand même frémir. On a vu l'envie de dire que ce qui nous arrive là, on peut le surmonter par le passé. On doit même le surmonter. Voilà, on doit le surmonter. Par le passé, on a eu des enjeux qui étaient plus forts que ça. Et on a décidé que c'est ensemble qu'on va surmonter ces choses. D'ailleurs, on s'est mis ensemble et on a créé quelque chose qu'on doit garder. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'était la Haute-Volta. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Et il faut le garder ainsi.
il faut le garder ainsi. On va passer sur les questions de forme, le timing du discours, par exemple. Les gens se demandent pourquoi faire un bilan 5 mois et pas plutôt 6 mois après, alors que le régime est en place depuis 7 mois. La tonalité du discours, la solennité, on en a parlé, la sincérité, ce retour vers le passé qui convoque le passé pour questionner finalement le présent et amener tout le monde dans un sursaut collectif pour régler les problèmes actuels, c'est également de bon augure. Mais après ces questions de forme, comment jugez-vous le fond du message à la nation? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, interpellé, juge Vara? La structuration de son discours. J'ai dit c'est 14 pages en gros. Quand vous regardez en termes de temps, vous avez l'obligation qu'il se fait d'avoir un regard rétrospectif pour dire aux gens, avant d'aborder la situation d'aujourd'hui, laissez-moi vous rappeler d'où je suis allé vous chercher. Et donc, il en fait une photographie première. Mais là, elle prend du temps. Parce que jusqu'à 9 minutes, il est encore à décrire... Il est dans l'état des lieux avant le 24 janvier. Avant le 24 janvier. Je crois qu'on est dans un bilan. On est à 7 mois de transition. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut venir nous faire le bilan, la cartographie de ce qu'on est venu trouver? Ça, on le sait depuis. Il y a eu plusieurs discours qui l'ont fait. N'empêche, juge Vara, que la pédagogie, la répétition est pédagogique et que le redire aujourd'hui remet les choses en perspective et de montrer que voilà la situation qu'on avait et voilà ce qu'on cherche à corriger. Donc voilà la situation qu'on avait et qu'on cherche à corriger et voilà donc ce que nous comptons faire pour la corriger. Je suis d'accord. J'ai dit la structuration du discours. Ce que j'indique ici, moi, c'est le temps mis pour le faire. C'est le temps mis accordé à cela alors qu'on est dans un exercice de bilan. Et on est à 7 mois. Donc on a eu l'opportunité d'être assez détaillé sur une situation qui somme toute n'a jamais évolué, puisque c'est une photographie à un temps T. Donc elle n'évolue pas, c'est fini. Donc on aurait pu en parler, mais de façon succincte et revenir sur le dur pour lequel on a convoqué les Burkinabés, qui est à savoir quelle est la situation d'aujourd'hui. On en parle, mais de façon brève. Mais on a passé pratiquement les 9 premières minutes à écouter. Quand on est venu sous Roch Kaboré, voilà ce qu'on est venu trouver. Mais quoique, ça n'enlève en rien à la qualité de la photographie qui nous a été servie. Elle était sincère, elle était vraie et partagée par beaucoup de Burkinabés sur les problèmes au sein de notre armée, sur la question de la gouvernance, sur un peuple qui n'avait même plus confiance aussi en sa nation. Ça, c'est une photographie claire. Et même les hommes politiques qui, comme l'accoutumé, ont eu à prendre pour leur grade, ça, c'est une photographie qui a été sincère et qui est partagée par beaucoup de Burkinabés. Mais je trouvais, moi, qu'elle était un peu trop longue. Un peu longue. D'autant plus qu'il y avait une matière première qui était là, c'était celle de savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous avez fait. Maintenant, la preuve, c'est que après, on reste un peu sur notre fin parce que sur le dur, on ne dure pas et on n'a pas assez d'éléments et à la fin, on chute sur un rappel encore historique. Sur un rappel des différents chefs d'État qui ont dirigé le pays. En gros, on a 9 minutes pour rappeler comment on est venu trouver le Burkina. On a 3 minutes à rappeler aussi comment le Burkina s'est reconstitué. 9 plus 3, vous êtes à combien? Par 12, c'est la moitié du temps du bilan. Oui, alors, et donc, vous comprenez, plus que la moitié du temps du bilan. Donc, quand vous voyez la structuration du discours, vous pouvez faire, vous dites qu'il y a 2 interprétations à faire. Soit, on n'avait pas beaucoup de choses à nous dire, soit, on n'a pas assez préparé la chose. Ou soit on voulait juste faire cette sortie pour impulser ce sursaut patriotique. Voilà. Le président d'Amiba a dit, et vous avez raison de le souligner, que le mal qui nous ronge est la résultante de plusieurs années de compromission politique. Je ne pense pas qu'il fasse simplement référence au magistère de Roch Christian Kaboré. Ça remonte à plus loin. Donc plusieurs années de compromission politique, de contradiction sociale et d'amalgame de tout genre qui ont fini par porter un coup fatal à l'équilibre délicat que nos devanciers avaient réussi à trouver pour permettre aux différentes communautés de vivre ensemble malgré leurs différences. Fin de citation. D'ailleurs, il prend sur lui d'indexer l'armée en première position, les forces de défense et de sécurité qui ont
donc premièrement faillis, qui sont chargés normalement de défendre notre territoire, de protéger nos populations. Les divisions internes, indique encore donc le président d'Amiba, nous ont fragilisés, il parle ainsi des forces de défense et de sécurité, au point de remettre en cause les valeurs qui faisaient la renommée du soldat burkinabé. Pour vous, Bernard Bougma, est-ce une séquence prise de conscience, une séquence interpellation, une séquence aussi invite à l'action? Oui, il y a du tout là-dedans. Si je dois d'ailleurs résumer le fond, je dirais que le chef de l'État a dit que nos dévancés hier étaient des patriotes. Nous avons failli, mais comptons sur Dieu, ça va aller. Ça, c'est le résumé que je fais. Deuxième aspect qui est très important, où je suis d'accord avec lui, parce que je fais partie de ceux qui disent que les hommes politiques ne sont pas seuls responsables de la situation dans laquelle nous sommes, quand lui-même, il les a reçus, et c'est ce qu'il leur avait dit, qu'ils sont à 100% responsables de la situation. Bon, pour un pays où une entité est à 100% responsable, les autres ne partagent plus aucune responsabilité. Donc, maintenant, le discours change. Et il dit à commencer par nous, forces de défense et de sécurité, chargées de défendre notre territoire et de protéger nos populations. Les divisions internes nous ont fragilisés au point de remettre en cause les valeurs qui faisaient la renommée du soldat burkinabé. Donc, effectivement, là, je suis d'accord avec lui. Que parce que nous, on a 62 ans d'indépendance. Sur les 62 ans, l'armée a géré 49 ans. Une cinquantaine, oui. Tout le reste, les civils, qui n'ont d'ailleurs pas... Aucun civil n'a terminé son mandat. Aucun. Maurice Amégo n'a pas terminé. Mba Michel a été remis en selle après un coup d'État. Oui. Il n'avait que un an d'ailleurs. Quand vous dites Mba Michel, pour ceux qui nous écoutent, Michel Kafando, le président de la transition. Et même dans les un an, l'armée s'y est interférée. Un an, l'armée n'a pas pu se tenir tranquille. Le président Kabore est arrivé, il n'a pas terminé. Donc le politique ne peut pas être à lui seul 100% responsable. Et donc dire clairement, à commencer par nous, parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'elle a, cette armée, oublié sa mission première de défense. Certains, effectivement, sont rentrés dans la politique, mais là aussi il y a une histoire et une explication. Donc depuis 1966, quand l'armée a pris goût au pouvoir, elle a pu insérer les différents maillons de la société et elle a pu effectivement rester là. Donc le capitaine Blaise Compaoré a fait 27 ans. C'est un capitaine de l'armée burkinabé. Bon, lui, il a refusé de lever ses grades jusqu'à maréchal comme certains, mais au moins, c'était militaire. Donc, dans la situation dans laquelle nous sommes, pour des gens qui ont fait des écoles de guerre, qui ont étudié des stratégies et qui n'ont pas pu sérieusement travailler sur l'anticipation en termes d'équipement dernière génération, en termes d'outillage sérieux des hommes et en termes d'équipement conséquent, il y a effectivement à interroger. Donc, quand il dit qu'ils sont les premiers et il dit que ça se ressent dans la manière de mener la guerre contre le terrorisme, ça se comprend. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est une armée aussi qui a été politisée. Il y a eu l'époque du ROC, le regroupement des officiers communistes. Ouais. C'est une entité politique dans l'armée. Là, il faut reconnaître qu'elle a aussi à un moment donné été politisée. Là, je suis d'accord que le diagnostic est sincère. Mais ce discours-là, qui dans la forme ressemble un peu au discours d'orientation politique de Thomas Sankara, qui a fait d'abord un diagnostic de la société burkinabé avant de proposer la thérapie. Ouais. Ici, ce qui a manqué naturellement, le diagnostic a été bien posé. Et ce diagnostic rejoint plus ou moins le diagnostic qui avait été fait par le Premier ministre Lassine. Je prends les deux derniers diagnostics. Le Premier ministre Lassine Azerbo, quand il a pris ses charges de Premier ministre, à l'Assemblée nationale, il a fait un diagnostic. Pas suffisamment approfondi, mais à peu près les mêmes choses. Même son Premier ministre actuel, Albert Ouedraogo, a reproduit à peu près le même diagnostic. Donc le diagnostic est connu. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est quelle thérapie. Et c'était aussi... on reste sur la fin, sur la thérapie. Justement, c'est à l'heure du bilan. J'ai dit, il a un bilan qui n'a pas présenté, ou comme Geoffroy l'a dit, peut-être qu'il n'a pas voulu, ça n'a pas été bien préparé ou pas, je ne sais pas. Sinon, vous avez mis en place sur le plan militaire le COTEN, le commandement des opérations du théâtre national. C'est ça. Aujourd'hui, il y a combien d'hommes? Comment ça fonctionne? Parce que ça, il y en a qui disent que ça commence à suppléer l'état-major général des armées et que il y a bruit. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai?
il y a des garnisons, il y a des nouvelles. L'armée a été éclatée dans certaines de ces entités. Tout à fait. Le génie civil va Il y a une réorganisation. Les transmissions vont dans le Bazéga. Oui. Donc, il y a eu cette réorganisation-là. Est-ce que ce n'est pas un bilan, ça? Ça va concerner combien d'hommes? Peut-être que c'est encore en cours et que on attend d'avoir les effets induits de cette réorganisation pour voir comment le maillage se fait. Mais... Non, mais monsieur le président, pour terminer, oui, je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a même un délai qui leur a été donné pour bouger. Oui. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un délai qui a été donné, au moins le nombre d'hommes concernés et tout, ça peut se savoir. Et pourquoi d'ailleurs? Ça peut se savoir, puisque c'est lui qui l'a fait. C'était l'occasion de dire au Burkinabé pourquoi je l'ai fait. Parce qu'il y a des gars qui disent, nous ne quittez pas Ouaga. Ils l'ont dit à des gens, on ne quitte pas Ouagadougou, oui. C'est vrai, il y a des risques, mais on ne bouge pas. Il les fait bouger. Donc, dans un esprit de transparence, pour moi, ce sont des éléments à mettre à l'heure du bilan. Sans oublier les questions, parce qu'il a dit à deux, il y a ce que les militaires ont fait, mais aussi ce que le dialogue a produit. En termes de dialogue produit, aujourd'hui, on est à quel niveau d'avancement? Il a effleuré cette question sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails. Donc là, beaucoup sont restés sur leur fin en termes de bilan donné. Alors, je vois, c'est quand même un mea culpa par rapport à la gestion qu'a eu l'armée du pouvoir d'État et par rapport à la responsabilité de l'armée dans la situation actuelle. C'est donc aussi un appel à ce sursaut, un appel à refaire les choses autrement et à aller du bon pied. C'est clair. Parce qu'il commence déjà par dire quels sont nos tares. Soi-même. Pour être, et ça aussi, c'est dans le discours et dans sa construction, c'est toujours comme ça. On commence par être sévère avec soi-même pour se donner la latitude et d'être à l'aise pour être plus critique envers les autres. Et ça, c'est la construction du discours. Mais je dis encore une fois que ça, c'est un diagnostic qui est posé, mais qui est bien fait et qui est bien partagé par tout le monde. La preuve, depuis que Roch Kaboré lui-même est arrivé jusqu'à ce qu'il tombe, vous regardez ces trois priorités, c'était quoi? Sécurité d'abord, après il a parlé de réconciliation et enfin les questions de gouvernance. Est-ce que quand on lit le discours et quand on lit le diagnostic qui est fait, on ne revient pas à la même chose? Exactement. Maintenant vous êtes à 7 mois d'un bilan à faire parce que vous dites quand vous êtes venu, ce n'était pas bon. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait sur ces piliers-là? C'est là où on attend maintenant des éléments tangibles qui sont donnés et petit à petit, on pourra après se faire une idée. Ce qui manque à la fin, après un beau diagnostic qui a été fait, tout ce qui reste, après quand ça nous est servi comme élément, vous parlez même de Bernard parlait de ce qu'il y a eu comme réorganisation au sein de l'armée, on ne s'étale même pas là-dessus. La question des VDP, on a vu comment ça a été repensé, avec la question du quotient qui est arrivé, les zones d'intérêt militaire qui ont été établies, il y a beaucoup d'éléments qui sont survenus, qui sont intéressants, dont on avait besoin peut-être de l'explication de la visée claire et puis de là où on est, est-ce que les objectifs sont vraiment atteints, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne ligne par rapport à ça, mais on a survolé ces éléments-là, qui sont des éléments, qui sont des clés qui pouvaient nous permettre d'avoir un meilleur regard des choses. Et puis quand vous regardez, même son discours du 1er avril, regardez la structuration du discours du 1er avril, vous avez à la fin, c'est vrai, le rendez-vous qui est donné dans 5 mois, mais il y a des mesures fortes qui sont déjà annoncées. Mais ces mesures-là qu'il a eu annoncées le 5 avril, puisqu'il fait un bilan maintenant 5 mois après, aucunement il ne revient sur chacune de ces mesures. C'est vrai que la question... Voilà ce que j'avais dit, voilà ce qui est fait, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce qui n'a pas pu être fait, voilà pourquoi ça n'a pas pu être fait. Non, on n'y est pas. Et donc, dans le parallélisme des formes, on se trompe même d'ailleurs. On ne se resitue pas dans le bilan qui est fait, puisqu'on nous a donné un top de départ avec des compartiments dans lesquels on doit regarder. Et à l'heure du bilan, on ne rappelle même plus ça. Donc ça fait qu'on est un peu perdu. Bon, on ne va pas faire le bilan de la prière. C'était le seul point sur lequel on ne pouvait pas revenir. Parce que ça, au moins, les prières, on les a vues. Maintenant, le reste, c'est un peu dans le secret des dieux pour les Burkinabés. Oui. Je crois que c'est là où il y avait beaucoup d'attentes. Nous, on est tous, je le répète encore, témoins de ce qui est en train de se passer au Burkina. Mais on ne maîtrise pas ce qui se passe de l'autre côté de la machine. On ne veut pas tout savoir. Mais on veut être rassuré au regard des petits éléments qui nous sont donnés. Est-ce que ça veut dire, juge Vara, que vous n'êtes pas rassuré au sortir de cet exercice?
je ne suis pas plus rassuré, c'est ce que je dirais plutôt. Parce que l'exercice pour moi, c'était de partager encore plus d'assurance aux Burkinabés, leur donner beaucoup plus d'espoir. On a un certain espoir, on a une certaine assurance, mais on l'aurait voulu renforcer avec le discours d'hier, avec des éléments probants qui étaient donnés, des éléments tangibles qui étaient donnés, sur des choses qui étaient attendues. On a aujourd'hui récupéré un certain nombre de villages, voilà ceci, voilà cela. On n'a pas besoin de noms. C'est déjà important. Les dynamiques sur lesquelles on est allé, voilà où on est en train de partir et tout. Mais là, on est resté sur plutôt des... Il y a des parties, même quand vous parlez de la question du dialogue social qui a été enclenché. En même temps qu'on dit que le dialogue est en train d'être un succès, on nous donne encore des perspectives en même temps. Donc, voilà où on en est, où c'est un peu gênant. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas d'éléments à mettre, auquel cas il faut revoir la question de la périodicité qui est voulue, ou bien c'est parce qu'il pense qu'il y a quand même un gouvernement qui travaille de façon sectorielle sur des éléments qui peut ramener vers le Premier ministre et donc par ricochet au président des éléments tangibles qui peuvent être partagés et sur lesquels il fera un filtre évidemment sur ce qui peut être donné ou pas. Mais là, on a l'impression que soit on n'a pas voulu nous donner des choses, ou bien qu'on ne les a pas eues. On ne les a pas eues, et vous parlez de périodicité. Et sur ce, comme dit le président d'Amiba, il nous a à nouveau donné rendez-vous pour début 2023, c'est dans quelques mois. Est-ce que vous êtes sorti rassuré de cet exercice avant qu'on évolue rapidement? Bon, je vais répéter ce que le juge a dit. Je ne suis pas plus rassuré que l'état dans lequel nous étions, où j'étais. Parce que en termes de bilan, pour rassurer et donner des perspectives, le flou artistique n'arrange pas. Alors que j'ai dit, il y a des éléments clairs sur lesquels le chef de l'État aurait pu s'appuyer pour donner des précisions en termes d'avancée et en termes de perspectives. Il y a eu, j'ai dit bien là, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en termes de réorganisation de l'armée, et un certain nombre de choses qui ont été effectivement enclenchées. Là, effectivement, il ne rassure pas. Et même quand il s'en prend à la justice par rapport aux questions judiciaires, où l'indépendance de la justice, comme on appelle ça, est à autre chose. Et donc, il demande que les choses soient réconciliées. Donc, quand on suit également ce qui se passe, on est également à même d'avoir comment on appelle ça, des appréhensions sur des velléités supposées et ou avérées, comme on appelle ça, sur les questions de justice et les questions de liberté. La détention arbitraire du président Kaboré. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la communication est bloqué. Et c'est bloqué. C'est bloqué. Oui, et ça a coûté le poste à l'AGE, l'agence judiciaire de l'État, à qui on reproche de n'avoir pas défendu quelqu'un, alors que l'AGE défend l'État. Donc, en attendant que les puristes du domaine nous donnent suffisamment comme on appelle ça, des éléments d'appréciation, ça risque de nous rattraper. Et il y a eu également le dernier dossier devant la justice burkinabé, c'est le dossier Rosine Sori Koulibaly, qui pour ses sorties, c'était compliqué. Il a fallu qu'elle reste en justice le 31 août et le jour du procès, que c'est dans le bureau du juge des référés qu'on lui donne finalement son autorisation de sortir. Donc, quand vous-même, dans votre agir, vous ne laissez pas percevoir qu'il n'y a pas de volonté d'embrigader effectivement cette justice-là, ces éléments-là, ça ne rassure pas. Alors qu'il faut également rassurer par l'action que vous-même vous posez. En ce moment, nous pouvons dire que c'est ceux qui étaient là qui instrumentalisaient la justice, qui étaient dans une logique de justice effectivement à double vitesse. Donc, alors que un bilan, c'est pour rassurer, renforcer votre crédibilité, votre confiance, pour que les uns et les autres disent, si dans ce laps de temps, vous avez pu faire abattre ce travail, nous avons confiance en vous, nous vous renouvelons votre confiance pour continuer. Mais là, on est arrivé à l'heure du bilan où on n'a pas effectivement ces éléments d'appréciation. Et c'est ça qui laisse les uns et les autres, comme on appelle ça, songeurs, et qui se disent, et finalement, il y a un bilan. Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, ça ne rassure pas. Alors qu'il fallait, j'ai dit bien, livrer un bilan sans complaisance. Il nous dit qu'il y a sur le plan militaire, il y a des équipements qui arrivent. Alors que les régimes, les gouvernants qui se sont succédés, on parlait d'équipements à venir. Le président Kaboré l'a fait à plusieurs reprises. Ces ministres qui sont occupés des questions de défense l'ont fait jusqu'à la chute.
Donc quand il est arrivé, dans les tout premiers discours également, c'est d'annoncer qu'il y a de l'équipement qui arrive. Son ministre de la Défense, quand il sort, c'est pour dire qu'il y a de l'équipement qui arrive. Le même ministre répétait la même chanson sous le président Kaboré. Donc dire qu'il y a un nouvel équipement qui arrive sur le plan militaire, c'est quel genre d'équipement? Dernière nouvelle génération, matériel recyclé ou pas? Non. Donc, ça va permettre... Cette précision la manque, en fait. Oui, la précision manque. En quoi est-ce que ça va donner de la puissance de feu à, comment on appelle ça, à notre armée, à nos forces de défense? Son ministre de la Défense dit qu'ils ne donneront ni c'est-à-dire où ils ont commandé l'armement et tout et tout. Mais après, nous voyons sur les réseaux sociaux par les communicants proches du régime que des hélicos ont été commandés en Serbie. Bon. Et à l'heure du bilan, je pense que, compte tenu du fait qu'on demande aux uns et aux autres il y a une clarification à faire. On a commandé des équipements d'un montant au moins de temps. Il n'y a pas de problème. Puisque ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. Lui dire qu'on a prélevé temps pour temps, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On attendra maintenant la réception pour apprécier. Pour voir comment ces choses-là évoluent. Bernard, il faut qu'on évolue dans l'émotion, dans cette émission aussi, et parler de ce peuple au nom duquel tout le monde s'exprime. Parce que dans son portrait robot sur la situation décadente dressée ce 4 septembre, le président Damiba parle également de ce pauvre peuple. Je le cite, ce pauvre peuple laissé à lui-même, ballotté de toutes parts par les officines obscures, caché derrière certaines technologies et gavé d'informations alarmistes par certains médias devenus de dangereux outils de subversion. Fin de citation. Que pensez-vous justement de ce passage du discours de Paul Damiba? Bon, moi, ce passage-là, quand je l'écoutais, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Hein. Vous savez, sous Roch Kaboré, on s'est beaucoup plaint de la coupure d'Internet. Parce que quoi qu'on dise, quand on dit médias, subventions et tout, manipulation, je crois que c'est cet outil-là qui devient central aujourd'hui. Ce dont beaucoup de dirigeants ont peur, ce dont beaucoup d'autorités aussi ont peur. Mais quand vous regardez, au fond, pour la période sous Roch Kaboré, il y avait beaucoup de tergiversations. Certains disaient non, c'est l'armée, c'est eux qui ont demandé qu'on coupe. C'est ce qui s'est raconté après. Petit à petit, on a l'impression que c'est vraiment un outil qui dérange. Mais parce que c'est un amplificateur. Aujourd'hui, quelquefois, des actions qui sont menées, et donc de tronquer les perceptions, ou bien de gonfler ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, qui gêne. Et qui fait que quelquefois, vous pourrez avoir des avancées, mais ça peut être perçu autrement. Vous pouvez ne rien faire, vous pouvez être adoubé. Donc c'est un outil sur lequel j'ai l'impression qu'on dit, bon écoutez, faites un peu attention. Il ne faudrait pas que vous vous laissiez manipuler. Mais là encore, lorsqu'il parle de ce peuple-là qu'il décrit ainsi, c'est dans sa photographie de l'époque qu'il est venu trouver. Vous pensez que ce n'est pas la photographie d'aujourd'hui? Ah non, mais dans son corps de développement, ça concerne la partie du Burkina qu'il est venu trouver. Maintenant, lorsqu'il évoque encore ce peuple-là, il parle de... c'est un peu plus... il parle il donne un certain nombre de points d'être responsable. Oui, tout à fait. On va y venir. Voilà. On va y venir à cette deuxième. Et là, c'est plutôt, là, il est maintenant dans des perspectives pour dire que apprêtez-vous, en tout cas, comprenez certaines mesures qui vont être prises, parce que même sur la question des loisirs, sur un certain nombre d'éléments, il faudrait que vous teniez compte du contexte. Quand il en parle au départ là-bas, c'était une photographie ancienne. Quand il l'invoque après, c'est pour lui dire attention, il y a des éléments qui peuvent venir. Voilà. Il ne dit pas si ça a changé ou pas, mais dans tous les cas, c'est cette photographie-là qu'il donne. Mais moi, je sens une crainte et un genre de mise en garde sur la façon dont les médias, de façon générale, partagent les choses. Peut-être que ça les dessert, c'est l'impression qu'ils ont, mais en tout cas, je pense que c'est un peu ça qui est un peu mis en avant. Mais même quand on parle de ce peuple-là, après, dans le discours et dans l'invite, même la partie de l'histoire qui est rappelée jusqu'à la reconstruction en 1947, de la Haute-Volta, c'est demander un sursaut. Donc à chaque fois, c'est ça. C'est demander un sursaut, que rien ne peut se faire sans eux. C'est comme ça qu'il aime beaucoup. Maintenant, la photographie qu'il donne de ce peuple, à un moment donné, c'est ce qui n'est pas réduisant. Mais comme il l'a fait avec les partis politiques, comme il l'a fait avec l'armée. Alors, les médias dérangent Bernard Bougma?
Oui, mais bon, les médias ont toujours dérangé. Oui, les médias ont toujours dérangé. Et... Ils sont devenus de dangereux outils de subversion. Bon, en tout cas, qu'il y ait des médias qui soient devenus des outils de subversion et que le chef de l'État en parle, je pense qu'en la matière, on a une justice burkinabé qui peut être mise en branle pour apprécier tout ça. Du moment où pour le moment le régulateur ne peut rien faire compte tenu de son blocage voulu par la situation, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire naturellement, si c'est devenu un outil de subversion et que c'est avéré, bon, c'est au chef de l'État effectivement de prendre les mesures comment on appelle ça, dans cette logique-là. Sinon, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, bon, vous avez aussi d'un côté les communicants pro-MPSR et les communicants qui ne sont pas pro-MPSR. Donc chacun utilise les mêmes réseaux sociaux pour livrer les informations aux uns aux autres. Certains d'ailleurs... Dans une contradiction parfois... Oui. Certains d'ailleurs l'ont pris pour un envoyé de Dieu. Et d'autres d'ailleurs ont dit que si on dit que ça ne va pas, c'est qu'on est complice avec les terroristes. Même quand ça ne va pas, il faut dire que ça va. Sinon, vous êtes immédiatement complice avec les terroristes. C'est-à-dire... Ce qui n'est pas non plus raisonnable, n'est-ce pas? Justement. Donc la réalité aussi, elle est là. Maintenant, en ce qui concerne, je dis bien les médias, si c'est effectivement, je dis bien, avéré, que bon, la justice se met en branle. Parce que le dire comme ça, sans pouvoir aller en profondeur au-delà, naturellement, c'est comme si c'était... de simples allégations. Mais il y a un mot quand même qui a été, un gros mot qui a été soigneusement évité, c'est réconciliation. Ça, c'est très parlant. Le silence est très assourdissant. On n'en a pas parlé du tout au cours de ce discours, de ce devoir de... C'est un gros mot au niveau du Burkina, mais il est passé pratiquement inaperçu. Alors qu'il faisait partie de l'action quand même de ces 5 mois. Blaise a pu venir, il a pu réunir 2 anciens chefs d'État autour de sa personne, et ensuite il y a eu un rendez-vous manqué avec certains, mais là aussi il n'en a pas fait cas, et la question qu'on se pose c'est quoi? Il y a aussi les audits, parce que là, tout à fait. En avril là, c'était 5 mesures. Parmi les 5 mesures, il y avait la question des audits. Bon, la prière, on l'a organisée. Quel a été l'impact de cette prière? Bon. Donc, en termes de bilan, on reste vraiment sur ça. Il y a eu des annonces, mais on ne voit pas... Puisque le bilan n'est pas donné sur les 5... Sur les 5 axes qui avaient été définis préalablement. Et c'est ça c'est de cela dont nous parlons sur le tribunal de l'actualité aujourd'hui. Mais le président d'Amiba parle également de ce peuple qui n'a plus de repères. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce diagnostic d'un peuple burkinabé qui n'a plus de repères, qui n'arrive ni à se mobiliser derrière son armée, ni à se révolter contre l'ennemi. Un peuple qui a troqué ses capacités de résilience contre un assistanat continu, un peuple en quête permanente de bouc émissaire, un peuple qui est en train de perdre son âme, mais qui ne s'en rend même pas compte, un peuple qui semble avoir décidé de subir. Fin de citation. Oui, en fait, en tout cas, c'est bien rendu, c'est bien dit. Mais ici, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça pour redonner à ce peuple son âme, à ses capacités. Donc vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, le peuple est comme ça, aujourd'hui, tel qu'il a été décrit par le président de... Une partie du peuple. Tout le monde n'a pas perdu son âme au Burkina, tout le monde n'est pas dans une logique de non-résilience. Il y a des zones jusqu'à présent qui sont restées résilientes malgré les attaques terroristes. Parce qu'il y a des populations de certaines localités qui se sont dressées elles-mêmes contre. Donc, ça, mais maintenant la question de l'assistanat, c'est ce qu'on a voulu éviter, c'est ce que Sankara nous a dit d'éviter, et les rectificateurs sont venus avec un autre discours. Malheureusement, on a été replongé dans l'aide qui nous aide à être maintenus dans l'aide, et non pas dans l'aide qui nous aide à nous dépasser de l'aide. Donc on est resté effectivement dans ce schéma-là. Vous créez une association, vous comptez sur une association sœur de l'autre côté pour vous soutenir. Vous créez une entreprise. Donc on est rentré dans cette logique. Donc, à tel instant, quand on regarde au niveau de la décentralisation, on est plus dépendant
de l'extérieur que d'initier des projets à l'intérieur. Parce que quand vous initiez des projets à l'intérieur, vous êtes du coup naturellement bloqué. Beaucoup de maires ont eu des problèmes à pouvoir faire comprendre cela. Et l'argent roi est rentré même. Donc vous réunissez les gens pour parler de leur avenir. Ils vont vous demander à la fin, on a combien, on a quoi. Sinon le deuxième jour... Et c'est tout ça qu'il faut corriger aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'il faut corriger. Mais c'est le leader qui doit le donner le ton, qui doit donner le là. Mais malheureusement, on continue de voir que certains sont toujours arrosés de billets de banque pour pouvoir continuer ce même travail qui participe aussi de la subversion et qui participe de la perte de l'âme et de la dépendance de l'assistanat. Donc, de cette vie sous perfusion. Je pense que c'est une chose est de prendre conscience, donc d'avoir fait un bon diagnostic. Maintenant, nous attendons la thérapie. On attend la thérapie, Geoffroy Vara, on attend la thérapie. C'est une façon pour le président d'Amiba de fouetter nos égos et de nous remonter le moral, je peux dire ça comme ça, et de nous mettre face à nos réalités, face au miroir de nos errements, pour nous dire ça suffit. Mettons-nous ensemble et travaillons à sortir ce pays de l'ornière dans laquelle il se trouve. Oui, c'est clair. Le succès ne peut pas se faire avec une armée ici, et puis un peuple ici, ce n'est pas possible. Et puis pour que le peuple soit derrière son armée, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'armée aussi devrait faire? Ça aussi, c'est très important. Ça vient de dire que le peuple doit donner une certaine disposition, mais il y a une armée aussi qui, même à travers un partage de bilan comme on l'a fait aujourd'hui, devrait fédérer, devrait avoir des gens autour. C'est ça qu'il faut partager. Mais c'est une lutte de longue haleine. Pour moi, c'est une lutte de longue haleine. Il y avait l'opportunité pour moi de donner un certain nombre de points sur lesquels on n'est pas venu, même des bons points. C'est ça qui fait qu'on a une interrogation aujourd'hui. C'est que ce n'est pas que parce que sur le plan sécuritaire, tout n'est pas rose, que le bilan, bon, on n'est pas satisfait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire sur le plan sécuritaire, on n'a pas eu d'éléments tangibles. Soit. Mais même, on reconnaît aujourd'hui, à cette transition-là, sur les questions de gouvernance, avec les audits qui sont lancés, aller dans les administrations, les gens ne sont pas fous à faire n'importe quoi. Donc, on est un peu plus regardant sur ces choses-là. Et selon certaines perceptions, c'est que la question de corruption, quand même, elle est un peu descendue. Regardez la question de la coopération, qui est quand même un franc succès. On a évité tout ce qui est sanction. Mais la seule partie du discours qui concerne cette diplomatie-là, c'est on remercie les pays qui nous ont accompagnés. Oui. C'est-à-dire que même la question de ces bons points, on n'y est pas allé pour glaner quoi que ce soit. On ne sait pas quelle est la visée du discours, quelle était on va dire la motivation profonde, mais on a manqué d'éléments éprouvants et peut-être à des charges pour eux parce que ce n'était pas intéressant en termes de bons points à faire, et même pour ceux qui étaient probants et bien sur lesquels nous sommes tous d'accord, là-bas aussi on n'a pas développé. On n'a vraiment pas compris. Mais comme c'est maintenant périodique, je crois que c'est un premier bilan. Tout à fait. Je pense qu'on tirera les leçons pour les autres bilans puisqu'il a donné rendez-vous début 2023. Mais c'est cela. D'ici à là, on verra ce qui se passe, quelles sont les perspectives qui peuvent d'ores et déjà se dessiner après ce discours. Un discours qui est donc, pour vous, rester un peu littéral. Il manque les actions, les chiffres, pour montrer l'envie, pour montrer le désir de changement, véritablement. Quelles pourraient être les perspectives après ce discours? Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des partis politiques, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des populations, au niveau des médias, au niveau de tous les publics et des populations, pour qu'ensemble on arrive à ce corpus qui nous amène dans un même élan à résoudre les problèmes actuels? Bon, j'aurais apporté juste une petite idée. Est-ce qu'on ne peut pas changer notre type de format? Lorsqu'on parle de bilan, ce n'est pas forcément un grand récital où quelqu'un vient et fait un discours, il s'en va. On pourrait imaginer un rendez-vous où il pourrait avoir des questions et des réponses. Et ça aussi, ça permettrait peut-être d'aller dans le détail sur un certain nombre d'éléments. Et puis, donc ça veut dire qu'il faut changer le format de cet exercice-là. Maintenant, c'est vrai que les adresses à la nation, il y a des moments pendant lesquels c'est fait, il y a des opportunités qui sont données. Mais quand on veut faire un bilan qu'il soit détaillé et que chacun y trouve son compte, peut-être qu'il faut réfléchir sur un autre exercice où on aurait un président qui sera face à plusieurs personnes crédibles qui sont assez représentantes des différents secteurs de notre vie pour qu'ils soient questionnés et qu'on ait le clair des avancées qu'on a et puis des perspectives vers lesquelles on devrait aller. Malheureusement, nous sommes pratiquement en fin d'émission. Juste 20 secondes, Bernard Gouma, sur les perspectives. Vous validez l'idée du juge Vara? Exactement, oui. Et en même temps, je renforce l'idée que
C'est à lui de nous donner de l'élan parce que c'est lui qui a pris ses responsabilités avec ses hommes qui disent que le président Kaboré ne peut pas. Donc il faut donner un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, c'est à lui de pouvoir nous l'insuffler et de nous faire savoir. C'est à lui de l'insuffler, c'est lui le porteur du message et donc des idées de la thérapie. En tout état de cause, a indiqué Paul-Henri Damiba, qui a tenu à montrer qu'il s'inscrit dans l'œuvre globale de continuité de l'État auquel il associe ses prédécesseurs à la tête du pays. Je cite, ce qui est en jeu, eh bien, ce qui est en jeu, c'est notre survie. Ce qui est en jeu, c'est cette terre que nous avons reçue en héritage, la terre de Maurice Yameogo, la terre de Aboubakar Sangoulé Lamizana, de Saïs Herbo, de Jean-Baptiste Ouedraogo, de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, de Michel Kafando, de Roch Marc Christian Kaboré. C'est sans doute là une vérité absolue, même si c'est bien connu, chacun de nous n'est porteur que de points de vue. Fin de cette première convocation de la saison 7 de votre émission. Je suis Serge Mathias Tomodi et j'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. Merci, juge Bernard Bougman, pour cette reprise. Merci à vous aussi, juge Geoffroy Vara. Merci. Et merci à tous, ainsi qu'à l'équipe de réalisation conduite aujourd'hui par Aimé Zoundi. Demain, c'est déjà un autre jour pour une nouvelle convocation du tribunal de l'actualité devant lesquels les faits têtus sont jugés avec rigueur et sans aucune complaisance.